Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout l'été, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire, avec aujourd'hui un focus sur le projet de loi Macron, projet de loi croissance, activité, égalité des chances économiques, qui a été définitivement adopté au début de l'été, le 10 juillet dernier, mais qui avait donné lieu auparavant à des débats nourris, notamment en première lecture, que cela soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous propose de revoir l'un des temps forts de la première lecture au Sénat, ce moment où les sénateurs ont discuté de l'ouverture des commerces le dimanche. Vous le savez, c'est l'une des mesures phares de ce texte. Le gouvernement qui a fait passer le nombre d'ouvertures dominicales des commerces de 5 à 12. Mais les sénateurs, à l'époque, voulaient aller encore plus loin, notamment dans les zones touristiques. Également, les sénateurs voulaient qu'en cas où il n'y avait pas d'accord collectif dans l'entreprise, on puisse passer par un référendum pour travailler le dimanche. Tout de suite, donc, retour à ces débats au Sénat. Madame David, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En effet, nous abordons aujourd'hui, comme vous venez de le dire, le titre 3, chapitre 1er de ce projet de loi qui légifère sur les exceptions au repos dominical et en soirée. Depuis 1906 et la loi Sarrien, loi républicaine, humaniste et laïque sur le repos dominical, de nombreuses modifications ont été apportées à ce droit, souvent de manière peu ordonnée du reste, jusqu'à la loi de 2009, dite loi Maillet, dont chacune et chacun ici a connaissance. Ainsi, et comme le souligne notre rapporteur, à l'heure actuelle, cohabitent des dérogations permanentes qui sont de droit, des dérogations conventionnelles sur la base d'un accord d'entreprise et des dérogations temporaires accordées par le préfet ou le maire. Néanmoins, les sénatrices et sénateurs communistes affirment que l'objectif poursuivi alors reste d'actualité, garantir aux salariés et aux travailleurs et travailleuses le droit au repos et à la famille, avec comme enjeu de faire du dimanche non pas en tant que tel un jour de repos, mais bien la garantie à toutes et tous nos concitoyens le droit de bénéficier d'un même jour chômé par semaine. C'est pour nous et pour une grande majorité des salariés qui restent opposés au travail du dimanche, la garantie d'un temps commun pour soi, pour ses proches, pour la vie sociale, culturelle, sportive. Ce droit au repos dominical est d'ailleurs un des marqueurs de notre société, le dimanche étant devenu au fil du XXe siècle la journée consacrée à la famille, à l'exercice des pratiques culturelles, sportives, touristiques et cultuelles. Notre collègue Patricia Schillinger n'hésitait pas à dire en 2012, lors du débat ici même sur notre proposition de loi sur le travail dominical, adoptée par notre Haute Assemblée, je la cite, que le travail du dimanche conduit à un délitement des liens humains et à une perte des valeurs, au seul bénéfice de la recherche du profit, qu'il ne représente en aucune façon une solution pour relancer la consommation et qu'il ne fait que fragiliser les petits commerces de proximité au profit des grandes surfaces. Pour autant, le principe du repos dominical a toujours été assorti de dérogations, je le disais en introduction, qui se justifient soit par la nécessité d'assurer la continuité de nos services publics, soit par les contraintes techniques de certains secteurs industriels qui doivent fonctionner en continu, ou encore pour répondre aux besoins de la clientèle tels qu'y répondent certains de nos commerces de proximité. À ce sujet, je précise bien qu'il n'a jamais été question pour nous de revenir sur ces dérogations, puisque celles-ci sont strictement encadrées par le Code du travail, justement parce qu'elles portent atteinte à la vie des salariés, à leur famille aussi et à leur santé. Or, cet encadrement permet de moins en moins aux salariés de bénéficier de contreparties en rapport avec leurs astreintes. De plus, la loi Maillet, à laquelle je faisais référence en introduction, a introduit face à ces dérogations des inégalités en fonction de la zone dans laquelle travaillent les salariés concernés, qui de fait n'ont pas les mêmes droits. En fonction que vous travaillez en zone touristique ou en puce, vos droits sont différents ainsi que vos compensations. En zone touristique, les salariés ne peuvent prétendre ni au volontariat ni aux contreparties financières. Du reste, même au sein d'une zone puce, les salariés sont soumis à des inégalités de traitement car si la loi Maillet a prévu des contreparties légales, celles-ci peuvent être inférieures à la loi en cas d'accord collectif. Par nos amendements sur ce chapitre, nous allons vous proposer de remédier à cette inégalité sans pour autant renoncer aux valeurs qui nous sont chères, à savoir maintenir le droit au repos dominical. Ainsi, Monsieur le Ministre,
même si vous prétendez que justement votre proposition revient sur les inégalités issues de la loi Maillet, nous ne pouvons vous suivre, car il n'en reste pas moins vrai que sur le fond, les arguments énoncés en 2012 restent criants de vérité. Non seulement nous souhaitons assurer une protection équivalente aux salariés employés dans ces deux catégories d'établissements, comme le préconise d'ailleurs la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail, mais nous voulons garantir un véritable droit au repos dominical tel que voulu par le législateur à son origine, afin de préserver tant la santé et la vie quotidienne des salariés que les valeurs qui nous sont chères, ici à gauche de l'hémicycle. Merci Madame David. La parole est à Monsieur Vatrin. Oui, là nous abordons avec cet article le volet de ce texte consacré à l'élargissement du travail du dimanche. Vous le savez, nous sommes opposés à ces dispositions car nous considérons que le travail du dimanche doit demeurer une exception. Et nous ne souhaitons pas que plus de salariés travaillent le dimanche. Je rappelle tout de même qu'ils étaient plus de 6,5 millions à le faire en 2011 selon les chiffres de la DARES. Rappelons aussi que le travail du dimanche est une mesure dérogatoire au Code du travail. Il y a donc, selon nous, une certaine hypocrisie à affirmer que le travail dominical devrait demeurer une exception et dans le même temps à soutenir la possibilité de faire travailler près d'un quart des dimanches de l'année, un dimanche par mois et même tous les dimanches de l'année, une partie de la soirée pour les futures zones d'intérêt touristique. Le repos dominical est un acquis social essentiel, un vecteur de cohésion sociale qui ne peut être mis sur le même plan qu'un hypothétique droit à consommer. Je dis hypothétique car il n'a échappé à personne que le pouvoir d'achat de nombre de nos concitoyens est en berne, et y compris ceux qui acceptent de travailler le dimanche pour améliorer de très bas salaires. Or, ce pouvoir d'achat, nous le savons tous, ne deviendra pas extensible par la seule ouverture des commerces le dimanche. On invoque pour justifier cette banalisation du travail du dimanche le fait que les consommateurs seraient en quelque sorte avides de faire les magasins le dimanche, un lieu de promenade. Les touristes fortunés étrangers seraient empêchés d'arpenter le dimanche les grands magasins du boulevard Haussmann, les boutiques du boulevard Saint-Germain ou des Champs-Élysées. Mais on parle peu des salariés qui se verront privés du loisir de bénéficier de leur repos dominical. Et les rapports des deux commissions spéciales se sont très peu penchés en réalité sur les conséquences de ces dispositions en termes d'organisation sociale et familiale. Or, la note de 2011 de la DARES sur le travail du dimanche le souligne. Je le cite, « Travailler le dimanche va presque toujours de pair avec le travail du samedi et souvent avec des horaires tardifs ou variables d'une semaine à l'autre. » Fin de citation. Les femmes très présentes dans le secteur du commerce de détail où le temps partiel subi est très développé seront donc particulièrement concernées. Nous savons que les familles monoparentales, de plus en plus nombreuses, c'est un fait de société, sont aussi majoritairement aujourd'hui assumées par des femmes qui se trouveront en difficulté pour faire garder leurs enfants. Alors, vous allez me dire, Monsieur le Ministre, que votre texte prévoit désormais que l'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Encore faudra-t-il que ces salariés réussissent à trouver un mode de garde de ce jour-là, une gageure, parfois compte tenu du manque de places de garde en France et singulièrement en Île-de-France. Je ne partage pas non plus l'optimisme de Mme Anne Perrault, la présidente de la commission d'étude des effets de la loi pour la croissance et l'activité, pour qui, je cite son audition devant la commission spéciale du Sénat, on peut donc imaginer que cette mesure, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ici et là, puisse être favorable au travail féminin et aux personnes qui n'ont qu'un emploi à temps partiel, celui-ci pouvant être complété selon. Fin de citation. Le travail du dimanche comme remède à la précarité du travail des femmes, admettez mes chers collègues que c'est tout de même un comble. Au travail du dimanche, nous préférons, nous, l'égalité salariale et la fin du temps partiel imposé. Vous le voyez, nous ne partageons pas votre vision, Monsieur le Ministre, idéalisée de ce texte en termes de progrès, texte qui revient au final, en réalité, à proposer pour une catégorie de salariés employés dans un secteur déjà mal rémunéré et peu considéré, le travail du dimanche comme seul horizon de progression de leur pouvoir d'achat.
Merci, monsieur Vatrin. Monsieur de César, vous m'avez demandé la parole. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Troisième semaine. D'ailleurs, on aurait pu penser que c'est le ministre du Travail qui est là. C'est pas que je n'ai pas de plaisir avec vous, Monsieur le ministre de l'Économie, mais enfin, on voit très bien que la question qui se discute sur le travail le dimanche, c'est le ministre de l'Économie et c'est pas le ministre du Travail. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a oublié un aspect important de ce problème. Alors, avec les articles 71 à 82, le projet de loi propose de réformer les règles concernant le travail dominical et nocturne. Concernant le travail dominical, le droit actuel comprend 3 dispositions qui permettent déjà de déroger à la règle du repos le dimanche. Tout d'abord, les dérogations permanentes, prévues à l'article LR 3132-5 du Code du travail pour les hôtels, les hôpitaux, les entreprises de transport. Cela paraît naturel. Ensuite, les dérogations conventionnelles qui nécessitent un accord collectif, déjà, avec majoration de rémunération d'au moins 50%. Cela paraît naturel. Enfin, les dérogations accordées par voie administrative, soit dans les cas des dimanches du maire, soit dans le cas des puces, périmètre d'usage de consommation exceptionnelle sur Paris, Lille et Marseille, ou soit par autorisation préfectorale. Le gouvernement souhaite créer 3 nouvelles zones dans lesquelles le travail dominical serait permis sous conditions. Les zones touristiques internationales sur Paris, Deauville, Cannes et Nice, bénéficiant d'un afflux de touristes étrangers. Les zones commerciales, remplaçant les puces de la loi Maillet et permettant leur généralisation sur le territoire. Les zones touristiques, regroupant les communes d'intérêt touristique ou thermal, et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle et permanente. Il prévoit également d'augmenter le nombre de dimanches du maire de 5 à 12, de fixer la durée des autorisations d'ouverture administrative à 3 ans, pourquoi, nous y reviendrons, et d'autoriser une ouverture toute la journée des commerces dans l'emprise des grandes gares. En un mot, ce qui nous est proposé ici, c'est une diffusion du travail dominical sur tout le territoire, c'est la généralisation du travail dominical. Dans quel but? Et je l'avais abordé en début de mon intervention, l'emploi, dites-vous. On nous promet des milliers d'emplois créés, une libération des énergies et plus de souplesse donnée aux entreprises. Ça, c'est un mot qui revient souvent, et à droite et à gauche, hein, comme d'habitude. Mais pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la consommation, des gens qui achètent et qui font vivre les entreprises. Dans les cadres de zones touristiques internationales, je vous l'accorde, il peut y avoir quelques touristes chinois qui ont envie d'acheter le dimanche, ou quelques touristes russes qui veulent acheter à Nice le dimanche, peut-être. Hein? Bon, peut-être. Mais pour le reste, pour les commerces destinés aux consommateurs français, qui seront désormais ouverts, les personnes qui achèteront un bien le dimanche ne l'achèteront plus en semaine. Il s'agit simplement d'un autre rythme de consommation. Les écologistes sont pour la réduction du temps de travail. Travailler moins, c'est accorder plus de temps à ses proches, à sa famille et à s'occuper de l'éducation de ses enfants, à s'instruire, à aider les autres. Généraliser le travail du dimanche, c'est au contraire briser ces rythmes de vie communs qui fondent notre société. Quand les travailleurs récupéreront les jours travaillés le dimanche à travers toute la semaine, où sera la vie commune? Où seront les temps d'échange et de partage? Dans la famille? Vous vous plaignez qu'il y ait un manque d'éducation parfois dans certaines familles. Mais si vous demandez aux gens de venir travailler le dimanche alors que les enfants sont en vacances le dimanche, quand est-ce qu'ils auront le contact avec leurs enfants? Il faut être quand même logique. Vous ne pouvez pas toujours réclamer une chose et son contraire le lendemain. Pour le travail nocturne, c'est la même logique qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, le travail nocturne commence à 21 h. Vous nous proposez, Monsieur le ministre, de le repousser à minuit dans les zones internationales. C'est encore 3 heures de moins pour soi, sa famille et ses amis. À noter également que le travail de nuit comporte des risques réels et avérés sur la santé des travailleurs, cela a déjà été dit, troubles digestifs et déséquilibres nutritionnels, désadaptation et isolement social, risques cardiovasculaires accrus, probabilité plus élevée de cancer,
notamment du sein et colorectal, et chez les femmes enceintes, un risque plus élevé de prématurité et fausse couche. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sur le site du ministère du Travail. D'ailleurs, il n'est pas là, c'est pas sur le site du ministère de l'Économie, d'accord, hein. Inciter les salariés à se mettre en danger pour leur travail ne constitue pas, à nos yeux, une réponse satisfaisante au problème du chômage. En conclusion, dédier sa vie à la consommation, briser les rythmes partagés de travail et de repos, parfois au mépris de la santé des travailleurs, voilà ce que nous propose ce projet de loi dans ce chapitre, et voilà pourquoi les écologistes vous proposons la suppression de la plupart des articles qui composent cet article. Je vous remercie. Et la parole est à Madame Lindemann. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, beaucoup d'arguments ont déjà été donnés par mes collègues du groupe communiste ou mon collègue écologiste qui plaident en défaveur de l'élargissement du travail du dimanche. C'est une vieille bataille de la gauche, une vieille bataille du monde du travail, de ne pas voir l'élargissement de ce travail du dimanche. Et donc je ne reprendrai pas en détail les arguments, mais j'en appelle à la fidélité et aux engagements que nous avons pris devant les Français. Il se trouve que lorsque M. Sarkozy a voulu élargir le nombre de dimanches travaillés, le Parti socialiste auquel j'appartiens avait fait un tract particulièrement conséquent, expliquant, je le cite, « Cette décision sera inefficace sur le plan économique, dangereuse pour les salariés et néfaste pour la vie sociale. » Les arguments étaient clairs, un effet nul sur la croissance, une fausse liberté pour les salariés, je ne vais pas le détailler, une décision destructrice d'emplois, un modèle de société inacceptable. Pour une société plus juste, refusons la généralisation et l'élargissement du travail du dimanche. Puis viennent les élections de 2012. Le candidat François Hollande explique, lorsqu'il est interrogé sur ce sujet, qu'en aucune façon, il ne veut élargir le travail du dimanche et il reprend l'argumentaire historique de la gauche et du Parti socialiste. Et il se trouve qu'au mois d'avril, le 11 avril, Madame Aubry, Monsieur Jean-Christophe Cambadélis, Monsieur Manuel Valls et l'ensemble des membres du gouvernement, membres du Parti socialiste, ont déposé un texte qui porte le beau nom de renouveau socialiste. Dans ce texte, qu'est-il écrit? Le repos dominical, nous sommes opposés à une nouvelle extension du travail du dimanche. C'est d'abord un choix de société, la consommation ne peut être l'alpha et l'oméga de nos vies. Le dimanche doit d'abord être un moment du vivre ensemble. C'est une question de protection des salariés les plus fragiles, pour lesquels la liberté de choix n'existe pas réellement, de protection de petits commerces qui restent souvent les dernières activités présentes dans les quartiers en difficulté et dans les zones rurales désertifiées. Je le dis bien, ce texte dit « Nous sommes opposés à une nouvelle extension du travail du dimanche ». Il ne vous a pas échappé, chers collègues, que la loi n'est pas votée, que donc la situation actuelle, c'est le nombre de dimanches définie par l'actuelle loi et pas celle que nous sommes en train d'examiner. Alors, en cohérence avec ces déclarations, puisque M. Valls, le Premier ministre, bon nombre de gouvernements prennent l'engagement de ne pas faire une nouvelle extension par rapport à la situation actuelle, je vous interroge, Monsieur le ministre de l'Économie, on aurait aimé avoir aussi le ministre du Travail, êtes-vous prêt à supprimer les articles qui élargissent le nombre de dimanches travaillés? Ce serait en cohérence avec ce qui a été signé par M. Valls, Mme Aubry et bien d'autres. En tout cas, je pense que c'est attendu par nos concitoyens, par les hommes et les femmes de gauche, et qu'effectivement, ce serait un des leviers d'un renouveau socialiste. Merci, Madame Lindemann. Nous passons à deux amendements en discussion commune. Le numéro 65. Madame la Présidente Assassi, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement demande, vous l'aurez compris, la suppression donc de l'article 71 du texte. Nous avons donc une opposition de principe avec cet article et bien évidemment avec ceux qui le suivent.
Votre position, Monsieur le ministre, consiste en fait à dire que le droit du travail, tel qu'il a été modifié par les différents textes de la droite, notamment, place les salariés qui travaillent le dimanche dans les commerces dans des situations inégales. Vous avez rappelé que 3 situations existent actuellement. La première, pour les salariés qui travaillent dans les établissements qui bénéficient d'une dérogation au repos dominical ou dans une commune ou zone touristique, il n'y a pas d'obligation légale de contrepartie. Deuxième élément, pour les salariés qui travaillent dans des établissements bénéficiant d'une dérogation temporaire accordée par le préfet dans les puces ou pour les dérogations au titre du préjudice au public et de l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, la loi a fixé un minimum d'un doublement de la rémunération et d'un repos compensateur en l'absence d'un accord collectif meilleur. Enfin, pour les salariés qui travaillent l'un des 5 dimanches du maire, la loi fixe le doublement de la rémunération et le repos compensateur en contrepartie. Vous auriez pu améliorer la situation existante et encadrer le travail dominical en limitant les dérogations existantes et en établissant les contreparties dans la loi, à savoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, à moins qu'un accord collectif ne prévoie des dispositions plus favorables. Mais vous avez donc préféré généraliser les dérogations au repos dominical en renvoyant uniquement aux accords collectifs sans contrepartie minimale. Je tiens quand même à vous rappeler que dans cette Assemblée, et cela a été dit, je peux le voire même rappelé, toute la gauche sénatoriale donc avait approuvé notre proposition de loi visant à garantir le droit au repos dominical qui prévoyait justement la première option. Et donc pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article qui s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du travail du dimanche. Oui, Madame la Présidente, le 780 n'est pas soutenu. Donc quel est l'avis de la Commission sur cet amendement de suppression? Madame de Roche. Alors, sur cet amendement, la Commission a mis un avis défavorable, puisque vous estimez que l'article 71 vise à étendre les exceptions au repos dominical et en soirée, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'au contraire, l'article introduit un plafond de durée à 3 ans pour les dérogations individuelles au repos dominical accordées par le préfet. Donc il y aura au contraire tous les 3 ans une remise à niveau et ce qui est plutôt une amélioration par rapport à l'existant et qui est plutôt dans le sens d'un meilleur contrôle de ces dérogations. Et donc c'est un avis défavorable de la Commission. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, en effet, nous reviendrons dans le cadre de la discussion article par article et j'aurai l'occasion de répondre à chacune et chacun sur les points qui ont été soulevés sur l'ensemble de ce texte. Mais sur l'article 71 et l'amendement que vous proposez, il s'agit plutôt en effet là d'une mesure extrêmement ponctuelle. Ces autorisations préfectorales, quelles sont-elles? Ce sont des autorisations ponctuelles qui sont accordées par le préfet. Alors elles peuvent l'être par exemple quand un magasin demande de pouvoir ouvrir le dimanche pour fin d'inventaire, quand par exemple à la périphérie d'une zone, un magasin se trouverait en situation d'être lésé, de pouvoir ouvrir alors même qu'il est en frontière de puces ou autre. Et donc cet article 71, il vise à organiser justement ces autorisations préfectorales et à leur donner un plafond de 3 années, alors même aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite de plafond. Donc si on supprimait, comme vous le demandez, cet article 71, les autorisations préfectorales continueraient à exister, comme elles existent aujourd'hui, simplement sans limitation de durée. Donc je pense que ce n'est d'ailleurs pas l'objectif que vous recherchez. Je comprends, et vous l'avez très bien rappelé, hein, l'hostilité qui est la vôtre à la démarche d'ensemble qui est ici conduite. On aura l'occasion d'y venir point par point, mais c'est un dispositif ici qui est plutôt protecteur et qui vise à encadrer donc l'autorisation préfectorale. L'article qui plus est précise les modalités de consultation des parties intéressées par le préfet. Et donc je pense que la demande de suppression que vous faites n'est même pas conforme à l'esprit que vous portez en opposition à ce texte. Donc j'aurais plutôt une demande de retrait. Sinon, pour les raisons que je viens d'évoquer, sinon, non, mais c'est exact, puisque là, vraiment, il s'agit d'un article qui vient préciser de l'existant, qui ne l'étend pas, qui vient préciser les modalités de consultation, qui le limite dans le temps. Et donc, j'aurais une demande de retrait. Sinon, j'aurais donc un avis défavorable pour les raisons expliquées. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Bocquet, vous m'avez demandé la parole pour explication de vote.
Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, Monsieur le Ministre, vous venez d'apporter quelques éléments de réponse à la question que j'allais vous poser concernant les urgences qui seront livrées à l'appréciation de Monsieur le Préfet. Vous en avez cité deux, mais qui nous laissent tout à fait sceptiques en l'occurrence. Donc, nous reconnaissons bien le caractère indispensable des dérogations pour assurer la continuité des missions de service public ou de certaines activités industrielles pour de petits commerces alimentaires, mais nous ne pensons pas que le fait d'aller acheter du papier peint ou des chaussures, voire des tours Eiffel en plastique, un dimanche, soit indispensable ou revête un tel caractère d'urgence. Mais l'autre point sur lequel je voulais intervenir concerne les femmes salariées concernées. Donc comment peut-on imaginer que les femmes qui sont majoritaires dans le secteur du commerce et dont une part importante élèvent seules leurs enfants seront en capacité de les faire garder les dimanches, cela a été développé par Dominique Vatrin, alors que les crèches, les accueils, les activités encadrées ne fonctionnent pas. Elles devront faire appel à un assistant ou une assistante maternelle dont la prise en charge pourra, selon le cas, être prise en charge par leur employeur. Encore faudra-t-il trouver une personne disponible le dimanche ou en soirée, le ou la rémunérer avec ce qu'elles auront gagné le dimanche, alors que rien n'assure le niveau de compensation salariale. Est-ce bien cela que l'on appelle sécuriser les salariés? Ainsi donc, en augmentant les possibilités de déroger au principe du repos dominical, vous dérogez à un principe fondamental pour lequel, pourtant, nombre de vos collègues, nombre de parlementaires de votre famille politique, ici présents dans l'hémicycle, s'étaient engagés, cela vient d'être rappelé, et il y a encore très peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est l'économie qui prime sur le social, effectivement, et les consommateurs sur les salariés, alors que l'histoire a montré que ces deux notions pouvaient fort bien aller de pair. Ce n'est pas notre vision de la société, c'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 71. Merci. Merci, Madame Bric. Oui, les collègues qui se sont exprimés, notamment sur l'article 71, ont fait mention, et c'est encore le cas dans l'intervention de notre collègue Bocquet, d'une vision de la société différente. Moi, je crois qu'il est quand même très excessif de parler d'un choix de société, d'un bouleversement de civilisation. Non, il faut raison garder. Je crois que c'est un peu notre rôle ici. L'objectif de ce texte n'est pas d'obliger tous les commerces à ouvrir tous les dimanches. Et il n'est pas non plus d'obliger les Français à faire leurs courses le dimanche. La France ne va pas se transformer en une vaste zone commerciale. Donc je crois qu'il faut lire le texte et bien regarder ce qu'il dit. Alors, cela étant, c'est vrai qu'en France, le dimanche n'est pas un jour anodin. C'est vrai. Le fait de travailler le dimanche induit, pour ceux qui travaillent, une organisation de leur vie différente. C'est vrai, la vie familiale, amicale, la vie sportive, culturelle, loisirs, est en quelque sorte différée. Alors, je pense que c'est un point d'attention que nous allons avoir dans l'examen du texte et augmenter le nombre potentiel de personnes, notamment de salariés qui travailleront le dimanche, n'est pas anodin. Alors on doit effectivement prendre en compte dans la législation la situation des femmes, c'est vrai, les familles monoparentales, qui sont nombreuses du reste dans les professions du commerce et qui sont très souvent des femmes. Il faut tenir compte des garanties du volontariat, du revenu. Elles doivent être préservées, ces garanties. C'est pourquoi il me semble que tout l'examen du texte, qui va nous mobiliser 2 jours et peut-être 2 nuits, c'est le principe qui me paraît essentiel. Il y a 2 principes là-dedans. Le premier, c'est le principe pas d'accord, pas d'ouverture. Il faut le rappeler, c'est fondamental. Le dialogue social, c'est un axe du projet du gouvernement par branche, par entreprise ou par territoire. Et nous, sénateurs, on est quand même le Conseil des territoires, nous savons que le territoire n'est pas uniforme. Et je crois que le deuxième principe, c'est la prise en compte du zonage. Alors après, on peut discuter comme toujours. Le zonage, ça comporte sa part d'arbitraire. On peut discuter, effectivement, mais on reconnaît qu'il y a des zones touristiques internationales, et ça c'est très important.
et qu'il y a des zones commerciales. On se situe quelque part dans le prolongement du texte Maillet, il ne faut pas l'oublier, on ne légifère pas comme ça d'un seul coup, et il faut faire aussi attention, en fonction des territoires, à ne pas déséquilibrer les formes de commerce qui existent, et notamment le petit commerce, ça a été dit. Alors il faut effectivement aussi être attentif aux services publics. Parce que, effectivement, certains pourront être amenés à fonctionner le dimanche. Et on sait que ceux qui travaillent le dimanche, les agents publics, ont souvent des compensations pécuniaires et des temps de repos inférieurs à ce que les accords actuels et à venir permettront d'obtenir. Donc il peut y avoir aussi une pression de ces salariés pour dire nous on veut comme les salariés du privé. Mais ça c'est la vie, la loi elle ne fixe pas tout. Après, il y a la vie qui décide. Donc je pense qu'en définitive, tout au long de... c'est pour ça que je suis évidemment, au nom du groupe socialiste, contre la suppression, parce que je crois que ça vaut le coup de discuter des compensations salariales, je crois que ça vaut le coup de discuter de ces zonages, je crois que ça vaut le coup de savoir qui décide avec qui, et c'est l'objet de nombreux amendements entre la commune, l'intercommunalité, les rôles de l'État, qui est garant de l'équilibre du territoire. Donc je crois que ça vaut le coup d'en parler pendant 2 jours et 2 nuits. Merci, monsieur De César. Bien, pour dire que les écologistes voteront l'amendement présenté par les communistes, parce qu'aujourd'hui, il est dit qu'il peut y avoir une dérogation accordée par le préfet pour un temps limité. Là, vous nous dites, ça va être 3 ans, à plafond, pour limiter les abus. Alors, on aurait été intéressé de savoir quels sont les abus, parce que l'argument que vous nous avez donné, c'est que... c'est pour faire un inventaire que le préfet va donner l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Un inventaire qui dure 3 ans, alors là, c'est l'inventaire du siècle, quoi, hein, parce que en général, un inventaire, ça dure 15 jours, 3 semaines. Mais de dire que ça dure 3 ans, l'inventaire, alors là, vraiment, là, on ne comprend pas. Hein. Donc, voilà pourquoi nous nous associerons à cet amendement. Mais, Madame Bricq, vous posez le problème de la philosophie. Vous dites... on n'est pas opposé à ce que le dimanche garde un caractère spécial, spécifique. Bon, ça a été d'ailleurs redit par Mme Lienemann que ça figure dans la motion majoritaire du Congrès socialiste, ce que n'est pas rien, ce n'est pas rien. Hein. J'ai cru l'entendre, mais bon. Poursuivez, monsieur De César, chers collègues. Voilà, non. Revenons-en au texte. C'est pas moi qui discute, j'ai entendu des choses. Chers collègues, la parole est à monsieur De César et à lui seul. Voilà. Bon, mais peut-être qu'encore je vais créer certaines interrogations, puisque j'ai entendu le Premier ministre dire que le 1er mai, ça a été le 1er mai où il y a eu des acquis sociaux. Il y a eu un progrès social. Donc là, moi, j'étais quand même content. J'ai dit, bon, voilà, monsieur le Premier ministre se situe encore dans la conquête de droits sociaux. Dans le progrès social. Il nous a dit ça le 1er mai. Donc j'ai dit, t'es intéressé? Bon. Et donc, Madame Bricq, d'accord, ce n'est pas une remise en cause partout du travail le dimanche, mais c'est une érosion des droits. C'est-à-dire que si vous ouvrez le travail, une catégorie supplémentaire pour le travail le dimanche, ben, pourquoi pas ouvrir des crèches pour ce jour-là, puisqu'il y aura plus de gens qui vont travailler? Pourquoi pas ouvrir d'autres secteurs de l'économie? C'est quelque chose qui n'arrêtera pas. Et le problème d'un principe, c'est qu'on ne peut pas s'en accommoder sans qu'il, parfois, eh bien, que cela coûte. Et donc, on peut réfléchir de dire, est-ce qu'on souhaite une société où tous les jours sont pareils? Comme est-ce qu'on souhaite à des territoires où toutes les villes sont pareilles? C'est ce qui est en train de se produire à l'échelle mondiale. La standardisation des villes. Vous allez dans les villes, vous retrouvez les mêmes magasins partout. Que ce soit en Asie, aux États-Unis, en France, dans tous les pays européens, on trouve les mêmes boutiques. Il y aura même plus plaisir à aller visiter un autre pays. Et sauf pour consommer, bien sûr, parce qu'on va comparer maintenant les prix entre pays et pays. Voilà. Donc, il y a une standardisation. Est-ce qu'on souhaite que le dimanche soit un jour comme les autres? Non, parce que c'est le jour des échanges sociaux, c'est le jour de pratiques communes, c'est le jour où les parents peuvent être avec leurs enfants. Donc, il faut le préserver.
Si vous dites « Ah, on va gagner un peu plus d'argent parce qu'on ouvre ici à Nice », mais la ville d'à côté, Marseille, elle va dire « Mais nous aussi, on a des touristes, il faut ouvrir ». Et puis les villes d'à côté, partout maintenant veulent développer, tous les villages, toutes les villes veulent développer le tourisme. Donc tout le monde va dire « Mais il faut ouvrir pour nous ». Écoutez, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu, c'était pas ouvert le dimanche. Mince, il n'a pas pu consommer. Donnez-moi une autorisation, c'est important pour la vie économique de mon village. Vous allez aller dans cette pente. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir les barrières, de lever les barrières pour banaliser le dimanche. Donc le dimanche, effectivement, parfois on peut perdre un peu d'argent, mais c'est une société qu'on veut installer, un choix de société. Et comme je reprendrai les termes du Premier ministre, il faut continuer, préserver les acquis sociaux du 1er mai. Merci, Madame David. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais rebondir sur ce que disait Jean de César. En effet, Monsieur le Ministre, vous défendez votre texte et c'est normal et vous le défendez avec passion. Mais en réalité, cet article 71, néanmoins, même s'il fixe une durée de 3 ans, Jean de César vient de le dire, il y avait déjà une durée de fixée auparavant en tout cas, c'était une durée limitée. Et ce qui nous inquiète, nous, principalement, c'est que dans le Code du travail précédemment, le chapitre dans lequel s'inscrivait le titre dont nous débattons aujourd'hui, c'était dérogation temporaire accordée au droit au travail dominical. Or là, maintenant, vous transformez ce titre en autre dérogation au repos dominical. Il n'y a plus la notion de temporaire. Donc voilà, on peut s'interroger sur la durée de 3 ans et sur le fait que vous ayez supprimé la notion de temporaire. En plus, ça a déjà été dit, mais dans le texte, rien n'est dit sur comment vont être renégociés et quelles sont les précisions sur les éléments d'évaluation qui vont être pris en compte pour pouvoir redonner ou pas ces dérogations d'une durée de 3 ans. Donc, Monsieur le Ministre, vous nous dites pas tout à fait, en tout cas, nous n'avons pas la même lecture que vous de cet article. Par ailleurs, il est dit aussi que s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'ouverture le dimanche. Mais enfin, les accords, vous savez très bien que ce pourront être des accords locaux, ce pourront être des accords qui dérogent au droit qui est aujourd'hui déjà minimaliste et qui est inscrit dans le Code du travail, et ce pourront être aussi des accords qui se feront de gré à gré avec les salariés, puisqu'on pourra aller jusqu'à demander au salarié lui-même s'il est d'accord ou pas pour travailler le dimanche. Donc en effet, peut-être certains salariés, face à la situation actuelle de l'emploi, face au chômage qui, me semble-t-il, n'a pas commencé encore sa pente descendante, mais bien au contraire continue d'augmenter. Face à la pression aussi que l'on peut mettre sur certains salariés qui sont en situation de travail temporaire, eh bien peut-être, en effet, certaines et certains salariés accepteront d'aller travailler le dimanche, mais on ne peut pas, dans ces cas-là, parler de véritable volontariat. Donc un accord pourra être effectivement trouvé, mais quel genre d'accord, puisqu'il n'y a rien dans la loi de contrepartie minimum légale, et que cet accord pourra être venir travailler le dimanche avec, par exemple, 10% d'augmentation, enfin 10% de majoration sur les heures travaillées. Eh bien, 10% de majoration sur les heures travaillées le dimanche, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable car c'est toute une société que nous sommes en train de réécrire. C'est en fait la question qu'il faut se poser dans ce texte, c'est quel projet de société voulons-nous pour demain? Quelle société voulons-nous pour nos jeunes? Est-ce que nos étudiants, par exemple, qui seront la cible privilégiée du travail du dimanche, est-ce que pour nos étudiants, vous pensez que c'est la bonne solution, ou est-ce que vous ne pensez pas, comme votre gouvernement d'ailleurs s'y était engagé, donner un statut à nos étudiants pour leur permettre de se consacrer à leurs études plutôt que d'être obligés d'être des étudiants salariés? Là, ça aurait été une loi de progrès social et une loi d'acquis qui aurait pu emporter notre assentiment, mais pour le coup, cet article 71, nous n'en voulons pas et nous ne retirerons pas notre amendement de suppression. Merci. La parole est à Madame Yonnet. Oui, merci Monsieur le Président. Contre l'amendement 1666.
Donc cet amendement issu d'une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2011 n'est pas différent dans ses principes du présent projet de loi. Le principe du zonage est acté de la même façon puisque sont reprises les notions de zone touristique et de périmètre d'usage de consommation exceptionnelle, autrement dit de zone commerciale. Ah, excuse-moi. La parole est à M. Bouvard. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, on a parfois le sentiment un peu de s'immiscer dans un débat qui est un débat interne à la majorité et à l'approche d'un congrès certes important. Ceci étant, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse les uns et les autres et qui pose de véritables interrogations. C'est vrai que chacun a en conscience l'importance du repos dominical, l'importance de conforter la vie de famille, l'importance de maintenir des liens sociaux, de favoriser la vie associative. Et il est vrai que si le texte proposait purement et simplement la suppression du travail du dimanche, ce qui n'est pas le cas, je pense qu'il y aurait très peu de parlementaires et très peu de sénateurs, bien évidemment, pour approuver une telle disposition. En l'occurrence, pour ma part, je le lis comme un aménagement, une prolongation de dispositions qui ont été adoptées durant les mandatures précédentes par une autre majorité, celle à laquelle nous appartenons, qui ont été très critiquées à l'époque, il faut s'en souvenir, mais ces dispositions s'avèrent néanmoins des dispositions et des adaptations qui sont aujourd'hui indispensables, pas seulement, je veux dire, pour générer de la croissance, ce qui est un point important, mais aussi parce que nous ne vivons pas dans un univers fermé, qu'il y a des territoires qui sont des territoires frontaliers, qui regardent ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. J'étais, il y a une semaine, pour un déplacement et professionnel et familial à Turin, dans une grande ville industrielle, qui est en même temps une grande cité touristique, et l'ensemble des commerces était ouvert le dimanche. Et Turin est une ville moins touristique, sans doute, que ne l'est Paris, sans doute que le n'est Nice. Et donc cette évolution, nous devons la prendre en compte. Alors certes, il y a dans cet article un certain nombre de dispositions qui mériteront d'ailleurs discussion. Je pense aux majorations de rémunération obligatoires, puisqu'il y a sur une partie de notre territoire des zones touristiques, des stations de tourisme où l'ensemble des activités fonctionnent pendant toute une saison d'hiver et où le caractère saisonnier de l'activité fait que les rémunérations prennent déjà en compte cet aspect des choses, ce que le texte d'ailleurs dans sa version initiale a oublié. Et donc il conviendra qu'on y apporte les adaptations nécessaires. Mais je ne pense pas qu'on puisse purement et simplement considérer qu'il n'y a pas lieu à débattre, que l'article n'a pas d'utilité, qu'on peut rester sur une situation figée sans ne rien changer et sans faire comme si un certain nombre de jurisprudences qui ont été établies depuis le vote de la loi Mallier, qui ont abouti aux surprises et aux incohérences que chacun a constatées, ne devaient pas être corrigées par le législateur. Et je crois que c'est parce que ce débat est nécessaire, parce que nous devons l'avoir en responsabilité, parce que nous devons l'avoir avec les équilibres qu'il convient d'apporter entre le repos dominical et la nécessité économique et la réalité des activités touristiques notamment, que nous devons pouvoir discuter de cet article de manière sereine et de manière réaliste. Merci, M. Bouvard. Monsieur le ministre, vous m'avez demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, je souhaitais, comme le débat va être long et compliqué sur ce sujet, qu'on ait chacune et chacun ensemble l'esprit de rigueur sur ce dont nous parlons. L'article 71, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas ici lancer le débat, nous l'aurons sur les jours du maire, les zones touristiques et autres.
Il s'agit de venir préciser ce qui est au L3132-20 de l'actuel code. Je lis l'article pour que ce soit clair pour tout le monde. Lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes: un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine, et par roulement à tout ou partie des salariés. Voilà le droit existant. Nous venons préciser à cela le fait que les autorisations prévues à cet article sont accordées pour une durée qui ne peut excéder 3 ans. Et donc, je vous rassure, il ne s'agit pas que de l'exemple que je donnais tout à l'heure, à savoir de revoir un dépôt ou autre. Il peut s'agir d'une autorisation préfectorale qui est donnée pour une partie de l'année, comme le texte du L3132-20 le dit, ou pour toute l'année pour un commerce. Donc c'est le droit actuel. Nous venons dire ces dérogations qui sont données par le préfet dans le droit actuel. Eh bien, il ne faut pas que ça dure plus de 3 ans. Parce qu'il faut tous les 3 ans revoir la situation et voir si c'est encore valide. Donc c'est ça qu'on vient apporter. J'ajoute à ce point, mais les textes, il faut les lire ensemble, sinon on parle de choses qui sont vagues. Donc les autorisations prévues à l'article L3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut exercer 3 ans. Et on introduit des avis qui n'existent pas aujourd'hui dans le 3132-20. Et donc, on met l'avis du conseil municipal, le cas échéant de l'EPCI à fiscalité propre, des chambres de commerce et des métiers, etc. Donc, ces avis sont donnés en plus de l'existant. On les rajoute. Et le deuxième paragraphe qui me permet de répondre à monsieur le sénateur Bocquet, en cas d'urgence dûment justifiée, et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue à l'article L3132-20 n'excède pas 3, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. Le cas d'urgence ne vaut que pour les avis que nous venons rajouter. Mais il ne change rien à l'existant, il n'enlève rien à l'existant. Et donc, l'urgence dont nous parlons, de quoi s'agit-il? De manière très simple. Vous avez un droit actuel qui permet des autorisations préfectorales. Nous disons, ces autorisations préfectorales, il faut les encadrer de 2 façons. Créer des avis préalables, qui n'existent pas aujourd'hui, et les limiter dans le temps à 3 ans. Et ce qu'on dit simplement, quand il y a une urgence dûment justifiée, typiquement, les cas que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on peut, si c'est justifié, déroger aux avis que nous venons créer. Donc, c'est simple. Si vous supprimez cet article, vous restez au droit actuel, c'est-à-dire que les avis préfectoraux ne feront l'objet d'absolument aucun avis, ni des conseils municipaux et autres, puisque c'est le droit actuel, et ne seront pas limités dans le temps. Et donc, pardon de vous le dire, mais c'est un tantinet incohérent avec l'ensemble de l'argumentation qui est la vôtre sur ces sujets. Je me permettais simplement d'attirer votre attention là-dessus. Si nous voulons discuter de textes qui sont compliqués parce que l'état du droit est compliqué, il faut les articuler les uns avec les autres. Et donc, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, nous venons rajouter des éléments qui sont en supplément du 3132-20 et nous les ajoutons dans cet état d'esprit. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Colomba. Alors, il est où cet article? Je voudrais intervenir, disons, d'une façon un petit peu globale. Parce que par-delà donc les problèmes techniques, c'est-à-dire la question du degré de grignotage du repos dominical auquel ce texte nous convie, après d'autres, puis avant d'autres, parce que la modernisation est en marche, autant continuer au nom, bien sûr, de l'amélioration de la compétitivité. Je voudrais attirer votre attention, chers collègues, monsieur le ministre, sur 2 sujets d'étonnement et qui font que je voterai cet amendement. Le premier, c'est que, vous le savez comme moi, c'est que depuis déjà quelques siècles et surtout depuis 50 ans, la productivité du travail a littéralement explosé. Il s'en est suivi pendant pas mal d'années une diminution du temps de travail des salariés. Or, depuis quelque temps, on assiste au mouvement inverse. Donc, plus le travail est productif, plus on doit travailler. Je trouve ça quand même assez paradoxal. Je trouve ça assez paradoxal et je trouve le système qui nous conduit à cela assez étrange.
On s'est posé la question depuis longtemps, je me rappelle, par exemple, on trouve dans... Aristote nous dit déjà, quand il discutait de l'esclavage, il disait « quand les métiers tisseront tout seuls et quand les plectres sonneront tout seuls, eh bien il n'y aura plus d'esclavage ». Là, les plectres, c'est-à-dire les lyres ou les clavecins peuvent jouer tout seuls, hein, vous mettez votre disque. Et puis on continue quand même à travailler un peu plus. Et quant au métier à tisser, je ne vous fais pas de dessin. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu paradoxal. Et je crois qu'à se perdre trop dans les détails techniques, on finit par oublier ce que peut avoir d'un peu incongru cette évolution de notre société. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le présupposé selon lequel il suffit de produire pour avoir des débouchés. Même, je reprendrai ce qu'a développé mon collègue de César, je veux dire, même les touristes, ils ont un budget limité. Donc, ce qu'ils ne peuvent pas dépenser un jour, ils le dépenseront le lendemain, d'autant que la plupart de ces touristes, ils sont tellement bien encadrés qu'on sait où les mener aux bons endroits pour pouvoir les rançonner en toute honnêteté. Donc voilà où on en est. Alors, je sais bien que c'est un peu, un lundi matin, faire un peu de métaphysique ou se poser des questions aussi vaseuses que celles que je viens de poser, ça peut paraître un peu incongru, mais quand même, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer comme société? Question. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'écoute avec attention et j'ai également regardé ce qu'étaient les réflexions émises par la rapporteure de la mission. On est sur des autorisations qui sont normalement de type dérogatoire. Or, une dérogation qui dure 3 ans pour des situations particulières, exceptionnelles, puisque c'est ça l'idée, c'est quand même un peu particulier. Je pense qu'un inventaire, que chaque année, pour faire son inventaire, un commerce demande une autorisation, n'est pas quelque chose de difficile. Et je pense qu'à partir du moment où c'est un inventaire, je ne vois pas pourquoi il faudrait donner 3 ans. De toute façon, il n'y a pas de motivation à ce qu'il y ait une durée par rapport à cet aspect-là. Donc, j'avoue que je ne comprends pas bien la motivation déjà par rapport à cela. Mais j'ai regardé attentivement, Madame la rapporteure nous dit que selon les informations qui lui ont été communiquées pour Paris, sur la très grande majorité des ouvertures ponctuelles, celles-ci peuvent apporter une solution aux difficultés rencontrées par des commerces qui, voisins d'une zone dérogatoire au repos dominical, subissent un préjudice en raison de la concurrence des commerces qui y sont ouverts le dimanche. Je crois qu'on est là, donc, dans une situation qui montre bien que l'ouverture des dimanches est une situation qui fragilise les activités commerciales installées dans les zones proches des secteurs qui sont ouverts le dimanche et qu'en voulant donner la capacité de faire des régimes dérogatoires sur 3 ans, on est en train probablement d'étendre les zones de demandes dérogatoires qui seront sollicitées par ceux qui seront à proximité de ces zones touristiques particulières. Pour être maire d'une commune et donc être amené à être sollicité chaque année par les commerçants sur les ouvertures du dimanche, il a fallu qu'on s'organise dans notre intercommunalité de telle façon à ce que les mêmes enseignes n'ouvrent pas sur des communes différentes et pour accumuler le nombre d'ouvertures pour la même enseigne. Donc on voit bien que le contournement de la loi est permanent et je ne suis pas sûre que simplement une demande d'avis soit suffisamment contraignante pour qu'elle limite, comme vous le dites, la proposition qui nous est faite. C'est pourquoi je pense que notre amendement est totalement justifié. Merci, M. Gabouty. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, personnellement, je ne suis pas particulièrement attaché au repos dominical, mais plutôt dans une optique laïque au repos hebdomadaire.
parce que la logique veut que... Non mais voilà, donc je me permets cette réflexion qui est... On part quand même de cette notion. Alors, faut-il que ce jour soit dans la mesure du possible le même pour tous? La réponse, bien entendu, est oui, pour des raisons familiales, des raisons sociales ou des raisons religieuses, puisqu'on doit tenir compte aussi, je fais amende honorable si j'ose m'exprimer ainsi, je dirais on doit tenir compte également de notre culture, de notre histoire, y compris sur le plan, je dirais, des convictions et de notre histoire religieuse. Donc, adoptons effectivement le dimanche comme jour de repos. En faisant quand même remarquer que si je regarde l'ensemble de ces activités familiales, activités amicales, activités sportives, activités culturelles, activités associatives, elles se pratiquent aujourd'hui beaucoup plus à partir du samedi midi que le dimanche après-midi. C'est un constat. Ce n'est pas, je dirais, le dimanche après-midi étant plutôt consacré au repos, alors que tout ce qui est animation et sociétale se déroule plutôt, effectivement, le samedi et le samedi soir. Dimanche soir, il n'y a pas de match de foot ni de rugby. Je suis désolé, ils sont plutôt le samedi. C'est rare. En tout cas, oui, non, mais il y en a exceptionnellement pour des raisons de retransmission, des raisons mercantiles, Madame Bricq, de retransmission télévisée. Voilà. Alors que les jeunes, je dirais, en éducation au niveau des clubs, ça se fait beaucoup plus, effectivement, le samedi. Donc, moi, je pose la question, je ne tranche pas. En même temps, il faut penser que, si j'ai lu certains sondages, alors qu'ils valent ce qu'ils valent, comme tous les sondages, qu'effectivement 70% des Français souhaitent pouvoir acheter et pouvoir faire leurs courses et sont favorables à l'ouverture le dimanche, mais que 70% des Français ou des salariés ne souhaitent pas travailler le dimanche. Donc voilà. Donc ça, c'est la contradiction un petit peu de notre, je dirais, de notre société qu'il faut essayer de gérer. Donc personnellement, je serai, et puis notre groupe a cette attitude, disons, à la fois pragmatique, c'est de conserver effectivement ce jour de repos hebdomadaire qui est le dimanche, d'assouplir partout où il y a possibilité d'augmenter l'activité économique et non pas de la transférer. Je crois qu'il y a une différence entre l'augmentation de l'activité économique et le transfert. Si c'est pour faire la même activité en étalant les achats sur le dimanche au lieu du reste de la semaine, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc, tout à fait, pour les zones touristiques, c'est tout à fait le cas. Donc là où il y a possibilité d'augmenter l'activité économique et donc, effectivement, d'avoir ces activités qui sont créatrices d'emplois, il faut apporter le maximum de souplesse. Et ailleurs, je dirais simplement des facilités, comme nous avons actuellement sur les périodes de Noël, où effectivement, ça facilite tout le monde d'avoir des ouvertures un petit peu, je dirais, en dehors de la semaine, y compris d'ailleurs pour les salariés eux-mêmes. Donc cet assouplissement, avec aussi, et je demande d'être attentif là-dessus, moi je présenterai des amendements sur ce sujet, aujourd'hui, lorsque vous allez dans des zones commerciales ou des zones qui ne sont pas définies comme des zones commerciales, simplement des magasins, ou passez dans les villes, dans les zones industrielles, aujourd'hui la loi n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas respecter la loi. Alors nous sommes plutôt pour l'assouplissement, mais pour un respect strict de la loi, c'est-à-dire que là où il n'y a pas lieu d'ouvrir le dimanche, il ne faut pas que les magasins ouvrent le dimanche, alors qu'aujourd'hui, c'est très largement ouvert avec des pratiques qui contournent totalement la loi sans être sanctionnées. C'est cet équilibre qu'il faut effectivement rechercher, c'est-à-dire une loi assouplie, facilitant les choses, gardant le principe, je dirais, du repos d'un jour qui est le repos dominical, mais en même temps faire respecter la loi. Merci, M. Garbouty. Madame Gillot, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je voudrais intervenir au nom de salariés qui travaillent dans ces conditions depuis déjà plus de 20 ans. Alors j'ai entendu parler d'érosion de droits, de grignotage de droits. Moi aujourd'hui, dans le débat actuel, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de confirmer, de préciser des droits acquis difficilement et auxquels tiennent des salariés, notamment situés en zone de puce dans mon territoire.
Alors l'arrêté du préfet va expirer au mois de juin. Et je peux vous dire que tous les mois, le responsable du centre commercial me sollicite pour être sûr que la dérogation sera bien reconduite le temps de la mise en application de la loi dite Macron. Il y a une grande inquiétude aujourd'hui chez les salariés qui craignent de revenir à ce qui s'est passé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, les magasins qui ouvraient le dimanche depuis 20 ans, parce que c'est un centre commercial qui ouvre 7 jours sur 7, de 10h à 20h, avec une organisation d'encouragement au travail du dimanche qui était très bien perçue et qui était très sollicitée dans cette partie de notre territoire d'Île-de-France. Eh bien, les magasins étaient régulièrement menacés de fermeture par des contentieux engagés par un syndicat qui trouvait là l'opportunité d'obtenir des compensations. Les menaces d'astreinte financière journalière préjudiciables au maintien de l'activité économique ont failli avoir raison de cette belle expérience économique. Alors, je comprends la surprise de certains dans cette salle, puisque j'ai déjà eu à l'affronter il y a 6 ans, au moment de l'élaboration de la loi Maillet, dans laquelle je me suis impliquée pour défendre effectivement les droits des salariés du centre commercial Art de Vivre à Éragny. Alors, je témoigne d'une expérience durable qui rayonne et qui permet à des familles de travailler comme elles le souhaitent, sans aucune contrainte. Et je le dis clairement, puisque je le vérifie moi-même. J'ai été maire jusqu'en 2014. Tous les ans, j'avais sur mon bureau les contrats, la charte de fonctionnement de ce centre commercial qui garantissait le volontariat du travail du dimanche pour les salariés en contrat à durée permanente ou à durée temporaire, qui garantissait la valorisation de leur salaire et qui garantissait qu'il n'y avait aucune contrainte dans leur manière de faire. Alors, bien sûr, c'est la loi. Et ce qui est proposé, madame, c'est qu'aujourd'hui, cette dérogation, elle soit ramenée à 3 ans. Dans les zones de puce, c'est 5 ans. Et le décret du préfet qui va expirer là, il datait de 5 ans. Je vous assure que les salariés, aujourd'hui, sont très attentifs à ce que nous disons. Mais moi, je connais très bien aussi, et je pense qu'on peut s'exprimer librement, sans terrorisme. L'ensemble des chefs d'entreprise sont très attachés à ces formes qui témoignent de leurs bonnes pratiques. Et même, ils sont amenés, je tiens à le dire, à organiser une espèce de turnover pour le dimanche, notamment pour les salariés à temps complet, parce que le travail le dimanche est mieux rémunéré et qu'il y aurait un groupe d'habitués qui phagocyterait ce travail du dimanche, alors qu'il est très apprécié, notamment par les familles monoparentales qui ont été évoquées tout à l'heure, parce que quand il y a difficulté de faire garder les enfants, le week-end où c'est le deuxième parent qui garde les enfants, eh bien, celui qui travaille le dimanche est libre de ça. Il y a aussi les grands-parents. Il y a aussi des familles des couples qui élèvent leurs enfants qui s'organisent pour travailler chacun leur tour de manière à améliorer leurs revenus. Et ça n'est pas du tout un substitut à la précarité, c'est une liberté pour les gens de travailler et d'améliorer leurs conditions de travail. J'ajoute que c'est un secteur universitaire où de nombreux étudiants salariés travaillent 2 jours par semaine pour financer leurs études, et c'est tout à fait, ça participe de leur expérience, ça participe de la valorisation de leur expérience professionnelle ultérieure, et je peux vous assurer qu'à Éragny, à Cergy-Pontoise, ce qui se passe dans cet hémicycle est très observé parce qu'il y a des salariés qui tiennent beaucoup à leur liberté de travailler le dimanche. Merci. Madame Lienemann. Je comprends bien que ma collègue qui a un centre commercial. Chers collègues, je vous invite au silence et à laisser les orateurs s'exprimer. Madame Lienemann, vous avez la parole. Je comprends bien les arguments donnés par ma collègue qui est élue d'un secteur où il y a un centre commercial qui est ouvert non-stop. Mais il se trouve que j'ai été, oui, c'est ça. Et le dimanche, etc.
Mais il se trouve que j'ai été moi-même élue d'une commune où il y avait des centres commerciaux de cette nature ouverts au voisinage. Et que demandaient les commerces? Les grandes surfaces, les commerces voisins, c'est d'avoir les mêmes ouvertures. Car pourquoi la clientèle captive d'un secteur irait vers le grand centre commercial voisin plutôt que d'aller sur les moyens centres commerciaux existants ou sur les commerces de proximité? Et cette logique, comme nous sommes dans un système de concurrence, cette logique, elle induit une demande qui élargit en permanence ce secteur. Pour quel bilan? Parce que le bilan a été fait de l'ouverture de certains secteurs le dimanche. C'est que pour une large part, ce n'est pas rentable. C'est une perte sèche pour certains qui, même s'ils ouvrent le dimanche, ne récupéreront pas parce que les frais fixes d'ouverture, plus les frais salariés, ne rentabilisent pas leur... Je te parle de ceux qui ne sont pas ton centre commercial. Ça a existé. Je l'ai vu dans la commune dont j'ai été élue. Et donc, nous avons observé, d'ailleurs, toute une série de patrons de grandes surfaces vous le disent. Si c'est ouvert nulle part, nous n'avons pas de problème. C'est à partir du moment où c'est ouvert quelque part que tout le monde a besoin de pouvoir concurrencer, entre guillemets, à armes égales. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est à haut risque. Quant à l'argumentaire, bien compris, bien connu, les salariés sont libres, ils ne sont que volontaires, il y a des chartes de bonnes pratiques. Évidemment, quand vous avez des millions de chômeurs, quand vous avez le choix entre ça et ne pas avoir quelque chose à la fin du mois, c'est quoi votre liberté? Attendez, c'est quoi votre liberté? À la limite, si ça crée des nouveaux emplois et que ça ne soit pas de nature à déstabiliser d'autres emplois, si c'était une vraie extension de l'activité réelle, ça se discute et on parle des contreparties.